Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. On va parler aujourd'hui du lien entre l'éducation nationale et les hôpitaux. Oui, environ 11 000 élèves par an sont scolarisés dans les établissements hospitaliers en France et il est important d'assurer, quand les conditions le permettent, la continuité de leur parcours scolaire. Enseignement public et associations se relaient pour les accompagner. Depuis 90 ans, l'école à l'hôpital accompagne des jeunes patients de 5 à 25 ans dans la poursuite de leur scolarité à l'hôpital. Joséphine Piat, directrice générale de l'association École à l'hôpital Île-de-France, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner, Joséphine Piat. Est-ce que tous les hôpitaux, on va parler pour l'Île-de-France, puisque c'est là où vous travaillez, tous les hôpitaux sont en lien avec l'éducation nationale d'une manière ou d'une autre ? Alors, dans certains hôpitaux, l'éducation nationale est présente avec ce que l'on appelle des centres scolaires éducation nationale. Et en général, les enseignants de l'éducation nationale dans ces hôpitaux couvrent les besoins pour les élèves de primaire, voire les 6e, 5e. Et l'association, avec ses enseignants bénévoles, vient compléter l'offre de cours pour les élèves de collège et de lycée. Et quand il n'y a pas de présence éducation nationale dans l'établissement hospitalier, alors l'école à l'hôpital, l'association, va intervenir et couvrir tous les besoins de la grande section de maternelle jusqu'au bac, voire post-bac. Joséphine Piat, à quelle pathologie êtes-vous confrontée, lesquelles permettent et lesquelles ne permettent pas d'assurer la continuité scolaire ? Toutes les pathologies peuvent être suivies au niveau scolaire. Je précise un point très important, c'est que ce sont les médecins qui prescrivent le cours. Ce sont les médecins qui décident si le jeune est en capacité ou non d'avoir cours. Et à quelle fréquence aussi peut-être ? Il va donner effectivement une indication, peut-être qu'il va nous dire, voilà, ce jeune peut avoir un cours, mais pas plus d'un quart d'heure parce qu'il est très fatigable. Et donc, auquel cas, on s'adapte. Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, chaque année, à peu près 11 000 jeunes passent par l'hôpital. Fort heureusement, c'est généralement pour des durées très courtes. Mais même sur 2 ou 3 jours, on peut être amené à proposer ces cours à ces jeunes. Et malheureusement, pour des pathologies plus lourdes et conséquentes comme le cancer ou la leucémie, là, les suivis vont être beaucoup plus longs et ce seront des suivis à la fois à l'hôpital et à la fois au domicile en fonction de l'état du jeune. Jusqu'à combien de temps peut durer ce suivi, justement ? Ça peut aller donc de 2 à 3 jours jusqu'à des années ? Alors, on espère que ce soit le moins longtemps possible, mais en fonction de la pathologie, oui, les jeunes suivis pour cancer ou leucémie, c'est parfois sur 9 ou 12 mois, voire un peu plus. Et autre profil de jeunes, tous les jeunes que nous suivons en unité adolescent et unité psychiatrique, où là, malheureusement, les durées de séjour sont très longues et il nous arrive d'avoir des suivis sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Pourquoi il est important, Joséphine Piat, de garder ce lien avec l'école ? Parce que l'école fait partie de la vie d'un jeune, parce que l'école, c'est ce qui permet aux jeunes de regarder devant, d'avoir un projet, et que donc il est essentiel de maintenir ce lien avec la scolarité. Et nombreux sont les médecins qui nous disent et qui vous diront que l'école fait partie du soin. Ça, c'est intéressant. Oui. Ça peut aider à la guérison, c'est ce que vous nous dites ? Nous pensons que oui. Parce qu'un enfant, un jeune qui va être frappé par la maladie, mais qui est chevillé au corps avec l'envie de passer ses épreuves de bac ou de brevet en fin d'année, il va avoir un objectif, il va avoir une perspective, et ça, c'est très important dans la prise en charge médicale. Ils sont demandeurs, donc ces jeunes, c'est ce que vous nous dites, presque ils peuvent voir cet accompagnement scolaire comme une échappatoire. Ils sont demandeurs et surtout, ils veulent rester ancrés dans leur parcours. C'est pas Alors oui, ça peut être une échappatoire parce qu'effectivement, on dit que le cours parfois les extrait de cet univers hospitalier qui est quand même très contraignant et très pesant, et que le temps du cours, ils sont en dehors de l'hôpital. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est effectivement ce qu'ils visent à obtenir. Et je pense notamment là, en ce moment, aux jeunes qui passent leurs épreuves de français et de bac général terminal. Là, ils viennent de passer des épreuves de spécialité et pour certains, c'était un enjeu très, très important. Donc, il y a un après, on est d'accord, Joséphine Piat, c'est-à-dire qu'on est suivi par des associations comme la vôtre, avec des enseignants bénévoles qui viennent dans les hôpitaux ou à domicile, c'est ce que vous disiez. Quand on sort de l'hôpital, quand on sort de sa maladie, on peut reprendre un cursus scolaire normal, dans la même classe dans laquelle on était.
C'est bien ce qu'on vise. C'est l'objectif, en tout cas. C'est bien l'objectif. Nous avons une phrase à l'association qui est de dire qu'on fait tout pour éviter la double peine à ces jeunes. Ils sont marqués et frappés par la maladie, parfois très longue. Si on peut tout faire pour que le cursus scolaire se poursuive dans les bonnes conditions, alors on aura atteint notre mission. Combien d'enseignants sont mobilisés, pas sur le territoire donc, mais là, ce que vous connaissez en Île-de-France? Combien d'enseignants? Nous, au niveau de l'association francilienne, nous avons à peu près 500 enseignants bénévoles qualifiés. Et on peut considérer que plus des 2/3 de nos enseignants bénévoles sont des enseignants de métier. Beaucoup à la retraite, jeunes retraités, mais quand même certains qui sont encore en activité, qui nous donnent une demi-journée par semaine pour aller au chevet des élèves à l'hôpital. Voilà, c'est ça. De quelle manière ils travaillent? Donc ceux qui sont à la retraite peuvent intervenir plus régulièrement? On leur demande une demi-journée par semaine. D'accord. Et donc, ils sont affectés dans un hôpital. Et donc, une fois par semaine, ils vont dans cet hôpital et vont à la rencontre des jeunes. Je précise que dans notre organisation, nous déléguons à des coordinatrices de scolarité qui sont salariées de l'association la responsabilité d'organiser les cours à l'hôpital. Donc, elles sont en lien avec les équipes médicales hospitalières. Elles rencontrent chaque jeune. Et de là, elles organisent la proposition scolaire avec l'équipe d'enseignants bénévoles. Les enseignants, ce sont les mêmes souvent qui reviennent? C'est-à-dire que l'élève va être suivi par le même, par des enseignants différents? Un jeune qui va rester 2 ou 3 jours à l'hôpital, il n'y aura pas de suivi. Par contre, effectivement, comme il y a une régularité de présence des enseignants bénévoles qui s'engagent à venir le mardi ou le jeudi, peu importe, eh bien, un jeune qui va rester 2 ou 3 semaines retrouvera la semaine suivante, dans telle matière, le prof qu'il a vu la semaine d'avant. On ne l'a pas précisé, mais on le comprend quand même. Ce sont des cours individuels, Tout à fait. Ça, Ce sont des cours individuels et gratuits. Et la force du cours individuel, c'est que ça permet effectivement de répondre très précisément aux besoins du jeune. Et donc, les enseignants, et c'est là bien tout leur talent et leur force, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation puisque quand ils rentrent dans une chambre, ils ne connaissent pas le jeune. Et donc, très vite, ils vont essayer d'aller déterminer de quoi a-t-il besoin, dans quelle classe est-il, est-ce qu'il a des matières plaisir. Et puis, une fois qu'on a déterminé la matière, voilà, quel est le niveau et parfois, ce sera l'occasion de revoir une notion qui n'a pas été forcément bien comprise en cours, etc. Donc l'enseignant intervient une demi-journée par semaine. Lui, l'élève, il peut aller jusqu'à combien d'heures de cours par semaine? C'est le médecin qui va donner le tempo. Ça dépend. Et pour certains jeunes, ce sera un cours par semaine. D'accord. Et pour d'autres, les médecins vont dire on essaye de mettre une proposition sur plusieurs cours chaque jour pour effectivement être dans la continuité du programme. C'est ça, sur le fond, on suit le programme scolaire de l'Éducation nationale. Tout à fait. Nous disons, j'ai toujours dit que nous faisons et nous proposons de l'enseignement au sens strict et noble du terme. Donc nous veillons à être parfaitement au courant des modalités de passage d'examen, des évolutions de programme et Dieu sait si avec l'Éducation nationale ça change souvent, mais pour nous ça c'est essentiel puisque les enseignants doivent être capables de suivre le programme que chaque jeune suit dans son établissement scolaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Joséphine Pia, vous arrivez à répondre aux besoins de ces élèves, ces enfants hospitalisés avec 500 justement enseignants bénévoles? Voilà comment ça marche niveau logistique? Non. Il en faudrait beaucoup plus. Le double, le triple. D'accord. Et on a malheureusement des matières dans lesquelles on a beaucoup de mal à recruter. Donc je lance un appel pour les profs d'histoire géo et de physique-chimie. Cette année, on a beaucoup de difficultés. Et puis malheureusement, nous ne sommes pas présents dans tous les hôpitaux. Donc cette cause de la scolarité des élèves malades à l'hôpital est une cause qui mérite d'être un petit peu mise en lumière et qu'il faudrait arriver à démultiplier les forces pour pouvoir répondre à tous les besoins. Comment des associations comme la vôtre travaillent justement peut-être avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale? Voilà, comment vous communiquez? Quel est le lien? Alors, nous avons un agrément de l'Éducation nationale et nous considérons que nous sommes un partenaire de l'Éducation nationale puisqu'on est amené dans certains hôpitaux à travailler main dans la main et côte à côte avec des représentants de l'Éducation nationale. On n'a pas de contact encore avec le ministère de la Santé et on essaye effectivement de renforcer ces liens avec l'Éducation nationale pour être au plus près et travailler le plus précisément possible pour ces jeunes. Et avec les autres associations, de quelle manière vous travaillez? Alors, il n'y a pas d'autres associations. Alors, sur le territoire, il y a des associations qui ont la même mission que nous, c'est-à-dire l'enseignement aux élèves malades, mais il n'y a pas, je dirais, d'autres structures associatives que des écoles à l'hôpital qui proposent de l'enseignement aux élèves malades.
90 ans, je disais 90 ans de l'association. Comment les besoins sur ce sujet, ils ont évolué en 90 ans? On a plus d'enfants malades aujourd'hui, on a un programme scolaire qui est plus difficile. Enfin, voilà, expliquez-nous. C'est plus dans la durée de prise en charge. Quand l'association a été créée en 1929, la durée de séjour pour ces jeunes était de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous savez, dans ces grandes salles communes, et les enfants étaient livrés à eux-mêmes pendant de très longues périodes. C'est un petit peu comme ça que l'idée que l'association a été créée. Et avec le temps, on a vu arriver dans les années 70-80 le début de l'ambulatoire, avec un objectif de réduire le temps d'hospitalisation au profit d'un retour à domicile. Et donc, là, il a fallu s'adapter puisque les enfants restaient moins à l'hôpital, mais pour revenir à domicile, donc on a commencé à envoyer des enseignants à domicile. Et aujourd'hui, je vais dire que le point le plus important auquel nous sommes confrontés, c'est l'émergence de jeunes qui nous sont confiés dans des structures adolescents, jeunes adultes qui souffrent de troubles psychiques. Il y en a malheureusement de plus en plus. Là, nous voyons les effets de la crise sanitaire sur ces jeunes qui sont hospitalisés très longtemps et qui, quelque part, nous adressent une problématique en termes de niveau scolaire, puisque malheureusement, ces jeunes sont bien souvent en décrochage. Moi, j'appelle ça être en délicatesse avec l'école et qu'il nous faut nous adapter parce qu'une proposition de cours académique n'est pas, dans un premier temps, forcément adapté. Ce qui est le plus adapté pour ces jeunes et qu'il faut qu'on travaille plus sur des notions comme la confiance en soi, les méthodes d'apprentissage. Et ce à quoi vos enseignants bénévoles sont formés. On est en train de le faire et on est en train de concevoir un parcours qu'on a baptisé le parcours ado. Ado parce que ça s'adresse à des adolescents, jeunes adultes, et ado pour accompagner, développer et orienter. Et c'est effectivement une proposition qu'on est en train de construire pour répondre au plus près de ces jeunes. Eh bien, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Merci à vous d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directrice générale de l'association École à l'hôpital, donc en Ile-de-France. Merci beaucoup d'avoir discuté avec nous de ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous, à très vite.